Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous présenter ma review du futur de l'épisode 92 de Dragon Ball Super, suite au plutôt décevant épisode 91, en tout cas décevant pour moi. Libre à vous d'avoir votre propre jugement et c'est ça qu'il faut et c'est ça qui est bon, qu'on ne soit pas tous des moutons à penser ce que l'autre pense également, c'est la base des choses. Et du coup l'épisode 92, honnêtement sur le papier on dirait que c'est la même chose, avec de nouveaux éléments, mais on va dire que le schéma, la construction de l'épisode, c'est à peu près le même que celui d'épisode 91, sauf que la qualité était nettement plus au rendez-vous. Alors il y a eu quelques trucs de pas bon, forcément, comme d'hab. Et bon, quand je dis que ça ressemblait beaucoup, c'est parce que, au final, on a fait à peu près la même chose dans le 92 que dans le 91. Le Daishinkan continuait justement de montrer quelques phases de différents univers à Zeno. Toujours dans le même but de faire en sorte que Zeno soit toujours distrait et qu'il ne provoque pas le début du tournoi beaucoup trop tôt. Une petite question que je me pose, c'est pourquoi le grand prêtre veut-il absolument que Zeno ne déclenche pas le tournoi plus tôt que prévu? Et ça, on l'a très bien entendu dans l'épisode 91, il a fait toute une morale à Zeno en lui disant « Non, il ne faut absolument pas démarrer le tournoi du pouvoir maintenant parce que vous leur avez promis que ça démarrait à telle date, etc. » Mais on est bien d'accord que le gars à qui il parle est Zeno. Et normalement, il est le roi de tout, donc en gros, le roi il fait ce qu'il veut, même si c'est injuste. Et au final, le grand prêtre aurait dû se taire et juste envoyer un message à ses anges ou aller prévenir en personne chacun des dieux et leur dire « Écoutez, le tournoi c'est maintenant, démerdez-vous. » Alors je pense pas que le grand prêtre ait vraiment envie d'être distrait, je pense pas que ça soit sa tasse de thé. Donc, je continue de penser que le grand prêtre a un intérêt dans ce tournoi-là, en mal ou en bien. La logique des choses voudrait que ça soit plutôt en mal vu tous les éléments qu'on accumule sur lui, sans oublier que le grand prêtre peut faire un petit peu comme Zamasu. Zamasu, il pensait faire le bien alors qu'il faisait le mal. Donc, sans avoir une répétition exacte de Zamasu, mais on pourrait avoir un Daishinkan qui en a tout simplement ras-le-bol de Zeno, de ses conneries et tout ça, et que pour une raison X ou Y, le tournoi est le moment opportun pour arriver à renverser cet ordre-là, et que le grand prêtre a besoin que le tournoi commence normalement. Alors pour le moment, j'ai pas la clé à l'énigme, si c'est bien ça, mais voilà, c'est une piste que je vous envoie. Il y en a aussi parmi vous qui pensent que le Daishinkan est totalement neutre ou gentil, vous avez raison de le penser aussi, il y a beaucoup d'éléments qui vont vers ça. Mais bon, avec l'avant-dernier ending de Dragon Ball Super et les paroles qu'il y avait dedans, je vous avais fait une vidéo sur la chaîne sur ça, avec la semaine dernière le fait que le Daishinkan ne veuille pas démarrer le tournoi plus tôt, et surtout le fait qu'il s'est mis pendant à peu près 5 secondes à critiquer tout le monde, aussi bien les mortels et les dieux, en disant que chacun ne pense qu'à sa gueule et que ça c'est pas bon, le Daishinkan a pris parti clairement, il a dit que leur comportement n'était pas bon, et il a dit que leur comportement était honteux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dire que quelque chose est honteux, c'est prendre parti. Ça veut dire que vous avez un jugement, ça veut dire que vous êtes plus neutre, plus du tout. Et en plus que vous avez un certain ras-le-bol de ce qui se passe. Bon bref, pour ce début d'épisode-là 92, on voit Goku comme en toute fin d'épisode 91 qui vole pour aller vers Shibu, mais on a eu une espèce de plan, je sais pas du tout comment on appelle ça en cinéma, mais un plan qui remonte, vous voyez, comme un dézoom, l'inverse du zoom. Depuis Goku, ça a vraiment dézoomé jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on est revenu dans les mains du grand prêtre et de l'hologramme de la Terre qu'il formait, et on voyait Goku voler un tout petit dans cette espèce d'hologramme, et on voit Zeno qui dit que c'est intéressant mais que pour le moment rien ne se passe vraiment, et que Zeno veut alors voir un autre univers. Du coup le Daishinkan fait la transition vers l'univers 3. Il leur dit, vous vous rappelez les gars là qui dansaient la samba de l'univers 10, ce sont les jumeaux de l'univers 3, et l'univers 3, bien qu'il soit jumelé avec le 10, il est à l'opposé total. C'est-à-dire que l'univers 10, ce sont des mecs musclés, et dans l'univers 3, ce sont des mecs très très intelligents. Et justement, on a une vue dans le monde de Mosco, le dieu de la destruction de l'univers 3, qui a une apparence de robot, qui est accompagné de son Kaioshin Ea et de son ange Kampari. Et justement, on a une scène qui prouve une fois de plus, je pense, que les Akaishin, pour la plupart d'entre eux, étaient de simples mortels à la base. Comme vous savez, Goku et Vegeta ont eu la proposition pour devenir Akaishin, et idem pour Toppo, qui est un candidat pour devenir Akaishin de son univers aussi. Eh bien, il semble en tout cas que c'est au moins le cas de Mosco, parce que Mosco ramène son équipe, et on voit que ce sont tous des robots, ou du moins, il nous est expliqué par Mosco lui-même que tous ces robots que l'on voit là sont des mortels de sa planète, et on a eu un petit indice parce que Ea lui dit non mais attention à ce que tu me ramènes, ces gars-là sont peut-être puissants ou intelligents, mais le problème c'est que les armes sont interdites au tournoi du pouvoir. Et Kampari, l'ange, prend la parole et dit que dans cet univers-là de toute façon on ne pourra pas faire mieux, et il fait une remarque à Ea en lui disant que c'était un petit peu de sa faute s'il ne s'était pas fait autant influencer par les êtres humains, les mortels plutôt qui aiment les machines, et l'ange Kampari finit par faire une petite blague en disant que de toute façon il y aura sûrement une exception de fait pour l'univers 3 quand on connaît la vérité sur le Akaishin Mosco de l'univers 3. Alors Kampari n'en a pas dit plus, mais la manière dont ça a été fait, le ton un petit peu ironique et tout ça, je pense qu'il se confirme de plus en plus que Mosco, le Akaishin robot, eh bien au final il est habité par un mortel qui le contrôle, qui n'arrive peut-être même pas à parler, qui n'a pas d'organe vocal ou quoi que ce soit, étant donné qu'il communique grâce à son robot en faisant des bips, mais qui en tout cas a énormément d'intelligence pour pouvoir construire des machines et pouvoir les habiter, s'en servir pour se développer. Et il semblerait alors que dans cet épisode-là, l'équipe de Mosco soit également un peu de la même nature, on va dire, des mortels qui sont à l'intérieur de machines. Et du coup, la grosse question, c'est est-ce que l'univers 3
va se faire Akai, on va dire, détruire directement par Zeno parce qu'ils vont tous se faire disqualifier parce que ce sont des mortels qui de base sont faibles physiquement mais grâce à leur machine deviennent forts, ou est-ce qu'il y aura une exception particulière à cet univers-là pour pouvoir les utiliser? En tout cas, j'espère que la Toei Animation ne foirera pas le coup sur tout ça. Alors, on revient justement maintenant sur les Zeno qui trouvent ça cool, les robots et les machines. De toute façon, ce sont de deux petits enfants, hein, ça on le sait très bien. Et le Daishinkan dit que maintenant on peut revenir sur le cas de Goku. Décidément, le Daishinkan est vraiment très intéressé de savoir comment ça se passe dans l'univers 7, et il dit que Goku est donc maintenant arrivé auprès de l'un de ses combattants qui a un problème en parlant de Majin Buu. Goku est arrivé sur place. Au début, on a eu une scène assez drôle, bien que je trouve que ça soit lourd, le fait qu'on nous dise encore une fois que Majin Buu s'est endormi. J'en ai déjà parlé des tas de fois sur la chaîne, je vais pas repousser un coup de gueule ici, mais bon, vous savez que je suis défavorable à ça. Déjà, je n'aime pas trop le fait qu'on écarte Buu pour mettre un autre à la place, mais surtout ce que je n'aime pas, c'est la manière dont on écarte Buu. Encore un truc aussi bête et surtout répétitif comme ça. Alors du coup, Goku tente de le réveiller un peu par tous les moyens, ce qui donnait une scène assez drôle, mais on s'en fout, et honnêtement, cette scène-là a duré un petit peu trop longtemps. Alors je sais pas, je dirais entre 7 et 10 minutes, et je trouve que c'était beaucoup trop pour cet épisode-là. En plus, avec de lourdes explications de Satan, avec un petit flashback nous disant que Satan avait déjà entraîné Buu il y a quelques temps en arrière, parce que rappelez-vous les devins, quand Buu est devenu maigre là, il y a quelques épisodes en arrière, c'était parce qu'il s'était entraîné avec Mister Satan. Donc déjà ça en dit long aussi sur le potentiel de Buu. Bien que bon, je pense que ça soit des conneries pour les semi-fileurs, mais bon bref. Et du coup, dans ce flashback là, Satan dit que la fois d'avant, Buu était devenu aussi maigre, avait un petit peu power comme la deuxième fois quand on l'a vu tester ses forces contre Goku, et que justement, juste après être devenu aussi maigre, suite à cet effort entre guillemets intense pour Buu, eh bien Buu s'était endormi pendant 2 mois, et Satan explique qu'il n'avait réussi à rien pour pouvoir le réveiller, ni même la nourriture. Et Goku lui dit, mais pourquoi tu as refait l'entraînement si tu savais qu'il allait dormir? Et Satan lui dit qu'il voulait faire bien, et que Buu lui avait promis qu'il ne s'endormirait pas une nouvelle fois. Alors du coup, à la suite de ça, Goku va quand même essayer de le réveiller. Ils essayent avec des chocolats, des conneries comme ça, mais rien ne fait. Goku se met à le taper, mais au final Buu bouge un petit peu, mais rien ne se passe non plus. Goku tente même un Kamehameha, mais Buu se reconstitue en dormant, sans que ça change rien non plus au final, mis à part que ça avait pour but d'être drôle. Mais quand on connaît les enjeux du tournoi, ce n'est plus si drôle que ça, et surtout par rapport à la longueur de la scène. Je pense que la longueur de cette scène-là était le défaut principal de l'épisode 92. Alors, à la reprise de la coupure pub, on revient encore sur le Daishinkan qui dit maintenant que l'univers 6 lui aussi est plutôt intéressant, parce qu'il y a aussi des Saiyajin, et en gros il fait un petit peu l'éducation à Zeno, comme si Zeno ne connaissait pas les peuples de son univers, à se demander si c'est vraiment lui qui les a créés, et je pense que c'est un petit indice pour nous dire que non, donc ça serait soit le Daishinkan qui a créé, soit un dieu qu'on ne connaît pas. Je pense que ça peut être très révélateur. Et du coup Zeno est étonné et se dit que c'est intéressant, qu'il y ait d'autres gars, on va dire un peu comme Goku, et du coup le grand prêtre, bien sûr, nous envoie dans l'univers 6, et cette fois-ci nous sommes bien sur la planète Sadara. C'est la première fois qu'on voit la planète Sadara tout court déjà, et ça confirme aussi le fait que la fois où Kiabe avait été pour recruter son ancien chef d'escouade, la Renzo, ce n'était pas du tout la planète Sadara, c'était la planète qui a juste à côté, entre guillemets juste à côté, vous m'avez compris, on est dans l'espace, mais c'était la planète voisine, on va dire, sur laquelle ce fameux Renzo était, comment dire, en retraite, on va dire. Mais là on est vraiment sur la planète Sadara, la vraie, dans une sorte de plaine qui va servir de terrain d'entraînement justement à Caulifla, la fille Saiyan qui est accompagnée de Kiabe. Ils ont décidé de venir ici parce que rappelez-vous que la dernière fois Caulifla a dit à Kiabe qu'en gros elle rejoindrait le tournoi du pouvoir, mais surtout qu'elle voulait obtenir ce pouvoir-là du Super Saiyan parce qu'elle venait de voir Kiabe le faire. Et forcément à Kiabe ça l'arrange de lui apprendre vu qu'elle deviendra plus forte et que ça pourra lui permettre de mieux gagner ses combats et donc de sauver son univers 6. Bon bref, c'est logique. Alors au début les deux se font un entraînement assez classique. Caulifla veut revoir Kiabe se transformer et il le fait. Malgré ça, elle a du mal à comprendre. Elle le nargue un petit peu en lui disant j'ai toujours été plus forte que toi, mais comment ça se fait que tu aies débloqué cette transformation là avant moi? Et du coup Kiabe lui explique, lui dit j'ai rencontré un autre Saiyan qui sera notre concurrent dans le prochain tournoi, qui est d'ailleurs le fils du roi de l'autre planète et qui m'a appris justement à développer ma colère. Et du coup on a eu une phase d'humour mais qui était très bien réussie, dans laquelle Caulifla lui dit non mais ça va être compliqué parce que moi tu ne m'énerveras jamais. Sauf qu'il aura suffi de 2 minutes tout au plus à Kiabe pour arriver à l'énerver. Au final Caulifla est très colérique. En gros Kiabe lui a fait comprendre qu'elle était énervante, qu'elle était collante, une sorte de boulet pour lui, que c'est pour ça qu'il a arrêté de venir la voir et de lui parler depuis quelque temps. Et ça fait le lien avec la première fois quand Kiabe avait dit ah cette Caulifla là ça fait un moment que je l'avais pas vue. On comprend qu'ils avaient l'habitude de se fréquenter mais que pour une raison X ou Y Kiabe avait stoppé. Et du coup c'était une dispute mais bon enfant vous voyez, et Kiabe lui dit que ça continue, qu'il est en train de perdre son temps et qu'elle est une très mauvaise élève. Et au final à force de taper sur son ego à Caulifla et de lui taper sur les nerfs en la rabaissant etc, Kiabe a vraiment compris que sa motivation à Caulifla c'était elle-même. Vous savez la motivation à Kiabe quand il s'est transformé Super Saiyan, c'était la défense de sa planète. Vegeta lui a dit je vais tuer tes semblables etc. Et bien étant donné que Kiabe connaît bien la jeune Caulifla, il sait que à part d'elle-même elle ne se préoccupe de pas grand chose d'autre et du coup que c'était sur elle-même qu'il fallait taper pour arriver à
à avoir ce fameux déclic. Alors ça peut paraître assez louche et drôle pour un déclic de Super Saiyan, mais rappelez-vous comment Son Goten, le fils de Goku, s'est transformé. C'était durant un entraînement avec Chi-Chi, et honnêtement ça n'allait pas très loin. Et du coup c'est une phase d'humour, parce que Caulifla lui a dit non, tu n'arriveras jamais à m'énerver, et au final en 2 minutes c'était plié, et du coup Caulifla se transforme dans une scène magnifique, vraiment magnifique en Super Saiyan. D'ailleurs, gros coup de cœur pour moi pour le personnage de Caulifla, sur son design, sur son caractère, sur l'aspect qu'elle a en Super Saiyan aussi, et je trouve que c'est déjà une bien meilleure chose qu'ils aient choisi Caulifla pour que l'on ait la toute première Super Saiyan de toute l'histoire de Dragon Ball, parce que bon, on a vu Kale se transformer, mais dans la chronologie réelle de Dragon Ball, c'est Caulifla la première, vous êtes d'accord avec moi? Et tout ce qui est Xenoverse ou Dragon Ball Heroes ou je sais pas trop quoi, ça ne fait pas du tout partie de la chronologie Dragon Ball, donc en gros ça ne compte pas. Et du coup Kiabe fait comme Vegeta, son sensei on va dire entre guillemets, et dit à Caulifla de bien garder cette colère-là en elle et de s'en souvenir, comme ça elle pourra la réexploiter pour se retransformer à volonté. Mais on sent que la fille Saiyan a un potentiel de fou et qu'elle maîtrise quasiment déjà sa transformation, qu'elle est déjà plutôt sereine et qu'elle arrive à tenir comme ça. D'ailleurs, si vous vous posez des questions sur le potentiel de ces Saiyans de l'univers 6, vous vous dites non, ça va trop vite, c'est pas bien, etc. J'ai proposé justement une vidéo qui en parle, qui s'appelle « Les Saiyans de l'univers 6 ont-ils absorbé leur potentiel de Ozaru ?» Alors le titre a l'air de partir un peu trop loin, mais vous allez voir, en regardant la vidéo, j'explique pas mal de choses sur le code génétique des Saiyans de l'univers 6 qui pourraient vous intéresser, pour mieux comprendre pourquoi ils sont si forts et pourquoi ils arrivent à avoir de si grands pouvoirs aussi jeunes. Alors d'ailleurs, on voit Kale, l'autre fille Saiyan, arriver et se dire qu'elle a envie de voir ce que font ces deux, pourquoi ils partent s'isoler. En gros, Kale n'était pas du tout invitée, mais elle se ramène. Et d'ailleurs, on voit qu'au moment où Kiabe était en train d'énerver Caulifla, Kale devenait de plus en plus heureuse. Un peu comme si elle était contente que les deux se disputaient. Alors, est-ce que ça cache le fait qu'elle est amoureuse et que justement elle est contente que les deux ne s'entendent pas? Parce qu'en fait, elle était très éloignée, cachée derrière un rocher, elle n'entendait pas ce qui se disait, elle pouvait juste constater avec ses yeux, et elle avait l'impression que ça se passait mal, alors que ça se passait très bien vu que Kiabe arrivait à entraîner parfaitement Caulifla. Et du coup, Kiabe est très choquée de voir Caulifla se transformer en SAJ, et elle n'a jamais vu ça, donc preuve qu'elle non plus n'a jamais atteint ce stade, ou au pire elle ne s'en souvient pas, peut-être qu'elle l'a atteint mais sans le savoir. Mais bon, je pense que certains Saiyans l'auraient remarqué. Et du coup, retour sur Caulifla et sa parfaite maîtrise de son Super Saiyan, toujours en grande classe, qui va réaliser une boule de ki de couleur rouge. Bon voilà, ça la caractérise. Elle va viser Kiabe avec, et elle va lui faire croire qu'elle était énervée et qu'elle voulait lui tirer dessus, et Kiabe va lui dire non, arrête-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais d'un coup elle se met à sourire et à lui faire comprendre qu'elle maîtrise totalement, qu'elle n'est plus vraiment en colère. Elle annule sa boule de ki et elle lève son bras vers le ciel pour en recréer une deuxième, qu'elle va lancer un petit peu, comment dire, pour tester sa puissance, pour la tester voilà sur le coup. Étant donné qu'elle peut pas l'envoyer sur quelqu'un, elle va l'envoyer un petit peu comme ça à vide, sauf que Kiabe n'est pas loin, et il est très surpris de voir ce qui se passe. Caulifla envoie vraiment beaucoup d'énergie, Kiabe se transforme en Super Saiyan pour mieux résister à l'attaque, il se protège, les bras croisés, ce qui fait exploser à peu près toute la zone autour d'elle, qui crée un énorme souffle qui va carrément soulever Kale là, qui est caché derrière son rocher et tout ça, donc vraiment l'attaque est surpuissante. Alors après ça, Caulifla arrête sa transformation, et on a eu une phase assez bizarre dans laquelle elle a complètement changé d'humeur et elle était devenue un petit peu comme fascinée, je dirais pas amoureuse, mais fascinée par Kiabe, par le fait qu'il lui ait permis d'obtenir une telle transformation, et on sentait qu'il y avait un petit peu du rapprochement, et ça a vraiment énervé Kale, qui s'est mise à gripper le rocher sur lequel elle était et à le casser. Du coup, les deux, Caulifla et Kiabe, se sont rendus compte qu'elle était là, et sont allés vers elle, ils lui ont dit mais qu'est-ce que tu fais, tu es en train de nous espionner, enfin qu'est-ce qui se passe? Et du coup, Kale, elle a été prise de court, comme on dit, et elle ne savait pas quoi dire. Et vous savez, quand on est comme ça dans une situation, ça nous arrive, des fois on fait pas d'espionner quelqu'un, mais je veux dire de pas savoir quoi dire et de pas vouloir perdre la face, et on dit n'importe quoi. Et Kale finit par dire bêtement qu'elle est là parce qu'elle veut participer au tournoi du pouvoir et s'entraîner avec eux, ce qui est totalement faux à la base. Mais au final, ça va lui retomber dessus, parce que Kiabe va demander à Caulifla ce qu'elle en pense. Caulifla va réfléchir et lui dit qu'au final, un peu plus de femmes fortes dans ce monde, ça serait pas mal, et je pense que c'est justement un message qui nous est passé pour nous faire comprendre que les femmes Saiyan arrivent et ça va faire mal, entre guillemets, c'est un peu ça. Caulifla dira qu'elle trouve que Kale est faible, mais que comparé à tous les autres membres du gang, elle est quand même pas mauvaise, et du coup, Kale se retrouve embrigadé là-dedans sans l'avoir voulu vraiment. Et là, sans transition réelle, mis à part un petit fondu, vous savez, sur l'écran, mais on n'a pas eu le Daishinkan qui a dit bon allez, on va changer d'univers, quoi que ce soit. On est passé sur Tortue Géniale, et on sent vraiment que la toile animation essaye de forcer avec Tortue Géniale et de nous rajouter des blagues avec lui et tout ça. Comme je vous ai dit, ça a été maladroit, ça n'a même pas été Zeno qui a dit je veux revoir l'univers 7, on y est allé direct. Mais je pense que ça nous permet de nous passer encore un petit message sur Tortue Géniale. Rappelez-vous, en épisode précédent, on avait Tortue Géniale qui s'entraînait à maîtriser sa perversité, on va dire, et derrière, on avait eu la transformation de la jolie jeune fille aux cheveux verts en Teletubbies, et je vous avais dit que ça serait sûrement un message caché pour nous dire que Tortue Géniale va rencontrer cette fille-là et être
d'être confronté à sa partie jolie fille. Et là, je pense que c'est aussi un message pour nous dire que Tortue Géniale risque d'être confronté à tout un tas de jolies jeunes filles, et comme la Teletubbies, comme Caulifla, comme Kel, etc. Et que ça va être son gros défi du tournoi. Alors du coup, la scène a été très courte, beaucoup moins malaisante, parce que cette fois-ci, Kame Sennin est arrivé à maîtriser sa perversité face à Plume qui était transformée encore en fille. Et vous allez me dire pourquoi, ça correspond pas au personnage. Eh bien, je pense que déjà, c'est son entraînement à lui, on va dire. On a vu chaque personnage s'entraîner sauf lui, donc lui, on comprend qu'il aura évolué à ce niveau-là. Mais je pense que c'est aussi une sorte de blague à retardement. On nous dit dans cet épisode 92 qu'il a réussi à maîtriser tout ça, mais qu'arrivé au tournoi du pouvoir, il va craquer, mais direct. Je pense que ça risque d'être ça le truc rigolo. Alors les devins, on n'en arrive pas très loin des dernières minutes de l'épisode, avec un retour vers la team de l'univers 7. Goku revient pour annoncer que Boo ne se réveillera pas, mais entre-temps, Krillin et C18 sont là, parce que bon, ils arrivent, c'est bientôt le temps de partir au tournoi. Tenshin Han lui aussi, Vegeta est déjà sorti de la salle des esprits du temps, et sachant qu'à la fin de l'épisode, on nous dit qu'il ne reste que 2 heures, donc en gros, Vegeta a passé 2 heures dans la salle des esprits du temps au lieu de 4 heures, ce qui veut dire que dedans, il n'aura passé qu'un mois au lieu de 2 s'il avait maximisé son temps passé dedans, vous voyez. Et je pense que c'est volontaire de la part de l'auto-animation pour nous faire comprendre qu'il n'aura pas de nouvelle transformation en sortant de la salle des esprits du temps, mais juste une bête remise en forme. Et tout le monde a l'air bizarre. Il regarde Goku d'un drôle d'œil. Et Bulma commence un petit peu à harceler Goku de questions en tout genre. Surtout en voulant savoir pourquoi veut-il absolument que Boo participe. Pourquoi est-ce qu'il fait en sorte que tous les membres soient vraiment à 100% de leur forme. Pourquoi est-ce que tout ça est si important pour un tournoi simple sans gros enjeux d'après Goku. Alors Beerus essaye de noyer le poisson en se mettant devant, en bougeant ses bras dans tous les sens et en disant que non, il n'y a rien, et il essaye de cacher encore la réalité en disant que c'est juste Zeno qui adorait Boo et qu'il c'est sa requête de le voir absolument. Vegeta prend la parole et dit qu'il a senti que quelque chose n'était pas normal, et ça il l'a senti au moment où Goku lui parlait de Toppo dans l'épisode de naissance de bras, je pense que vous en souvenez. On avait vu Vegeta qui se doutait d'un petit truc et Vegeta lui dit: je sais qu'il y a quelque chose, maintenant raconte-nous tout. Et Goku raconte tout parce que maintenant il y est forcé et de toute façon il n'avait pas envie de tout cacher à tout le monde. Et forcément le résultat, vous le savez déjà, tout le monde n'est pas content. C18 dit que sans argent elle ne participera pas au tournoi et Krillin se met à lui faire tout un monologue sur sa déception et son amitié. Et il se met à moraliser Goku sur le fait qu'il aurait dû mettre au courant tout le monde, et en plus surtout lui Krillin, c'est quand même son meilleur ami. Krillin continue en plus en disant que c'est pas la première fois que le monde risque de péter, et il n'a pas tort, même si c'est la première fois que vraiment tout l'univers est menacé, mais que la Terre pète ou que l'univers pète, pour la Team Z ça revient au même, vous voyez, ils vont crever quand même, c'est un peu le même résultat. Vegeta en plus il en rajoute et il dit que si tout le monde avait été au courant dès le début, eh bien ils se seraient tous beaucoup mieux préparés et beaucoup plus sérieusement au tournoi, et qu'ils n'auraient pas fait de petits entraînements légers comme Krillin, Tenshin Han ou Vegeta qui est ressorti finalement trop tôt de la salle des esprits du temps. Goku finit par s'excuser et dit qu'il n'a pas su comment gérer en fait la situation, et il leur explique qu'il a tout voulu leur dire depuis le départ, ce qui en plus est vrai, on avait vu que Goku ne voulait pas mentir dans les derniers épisodes, mais que au fil des choses il n'a pas su comment le faire, et surtout que tout ça a eu un effet boule de neige, ça s'est envenimé, et qu'il n'a jamais réussi à trouver le moment pour tout expliquer. Krillin se met à réfléchir énormément à la situation et on voit qu'il est prêt à dire non, je ne participerai pas. Mais Piccolo prend la parole et dit que ce n'est pas le moment de se lâcher, car l'enjeu reste la survie de l'univers, la survie de leurs enfants à tous, que ça soit Marron pour C18 et Krillin, que ça soit Pan, que ça soit Bra, enfin voilà, et que du coup on ne peut pas se permettre de laisser tout ça crever à cause de soucis d'amitié ou de choses comme ça, même si les mensonges de Goku sont impardonnables. Krillin finit par accepter alors du coup malgré lui de rejoindre le tournoi, et C18 elle commence à hésiter, elle pense à sa fille forcément, et Goku en rajoute en lui disant que il y a une chose qui est vraie, c'est que si l'on gagne le tournoi du pouvoir, on a droit à invoquer Super Shenron, et que si Goku gagne, il offrira son vœu à C18 pour qu'elle ait autant de Zeni qu'elle le veut. Alors du coup la Team Z est entre guillemets unie, ils vont aller au tournoi mais ils sont tous en train de se faire la gueule, et en plus il leur manque un membre, et un membre très important. Boo n'est pas du tout le plus fort, mais il est le plus spécial de tous, que ça soit l'absorption, la régénération, les soins sur ses coéquipiers et j'en passe, honnêtement c'est un personnage vraiment top dans un tournoi qui se passe en Battle Royale. Et du coup la Team Z a pris un énorme coup en termes de cohésion, et je pense que c'est comme ça qu'ils vont commencer le tournoi, avec un gros handicap de cohésion, qu'ils ne vont pas arriver à se comprendre, que Krillin ne va pas vouloir forcément aider Goku, qu'il va se rappeler de cette trahison là, et qu'au début du tournoi ils ne vont pas arriver à compter l'un sur l'autre. Et du coup Goku essaie de rattraper la situation, malheureusement avec un autre mensonge. Il dit: je connais un gars fort et je vais faire en sorte de le recruter. Alors personne ne sait à qui il pense, et le souci c'est que Goku pense à Freezer, à le ramener temporairement du monde des morts, mais ça il ne leur dit pas. Et je pense que après ce gros mensonge que Goku vient de faire, eh bien refaire un deuxième mensonge c'était la pire des erreurs qu'a pu faire Goku, et je pense que c'est là où veulent en venir les scénaristes, avec cette perte énorme de cohésion au sein de l'équipe Univers 7, et quand ils vont voir débarquer Freezer, je pense que ça va être un énorme malaise, et
et qu'ils vont vouloir encore plus à Goku, que le temps va presser et ils vont être obligés de se déplacer tous au tournoi du pouvoir et d'y participer et de fermer leur bouche. Et je pense que le début du tournoi pour l'univers 7 risque d'être un énorme désastre. Alors oui, ils sont tous forts au corps à corps et si quelqu'un vient les défier, ils vont plutôt bien s'en occuper. Mais le problème c'est que quand ils vont tomber sur des Pride Troopers, des équipes organisées, tout ça, ils vont se mettre à galérer énormément parce que eux, l'esprit d'équipe, ils l'auront totalement perdu à cause des mensonges de Goku. Et je pense que c'est au fil du tournoi, dans laquelle la stratégie de Gohan va s'améliorer, dans laquelle l'esprit d'équipe va revenir, qu'on va comprendre de plus en plus de choses et qu'il va y avoir un élément déclencheur qui va réunifier cette famille que forme la Team Z. Bon, le cas Freezer est à part, mais pour la Team Z de base, les Goku, les Tenchina et tout ça, vous voyez, ils vont se réunir à cause d'un autre élément qui vont leur faire comprendre que leur petite dispute, eh ben voilà, faut se calmer. Et je pense que cet élément-là va venir de la part des dieux. Les dieux vont faire quelque chose, dire quelque chose ou révéler quelque chose. Et par Dieu, je pense à tout, à Kaishin, ange, grand prêtre, ce que vous voulez, qui va faire que les mortels vont prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien justement du côté des dieux et qu'il va falloir se remettre en question et ne pas jouer le jeu de ce tournoi-là. Et bien sûr, vous le comprenez bien, ça va mener à une interruption du tournoi d'une manière ou d'une autre. Bon, et bien les devins, j'en ai fini avec cette vidéo-là et je vous remercie énormément de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous laisse alors sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.